Donc, après ce décor qui a été posé, on va passer à la deuxième séquence décryptage. Et donc, Christophe Rozin de l'ANSES et Miguel Nicolaï vont nous rejoindre sur le plateau. Donc, on vous l'a dit en introduction, on a fait des choix dans ce séminaire, puisqu'on ne peut pas aborder tous les sujets. Donc, on le centre sur des problématiques liées à l'eau potable. Il y a bien sûr d'autres problématiques liées à l'eau qui ne sont pas directement en lien avec l'eau potable. Et donc, ces exemples qu'on va vous présenter maintenant sont ciblés du fait de ce choix. Et donc, eh bien, c'est Christophe Rozin de l'ANSES qui va commencer cette séquence 2 sur le décryptage en nous parlant de la campagne diagnostique de l'ANSES, mais je ne vais pas dévoiler plus avant le contenu de son intervention. Christophe, c'est à toi. Merci Claire. Donc, je vais vous parler des campagnes exploratoires dans le domaine des eaux de consommation. Et diapositive suivante, s'il vous plaît. Ces travaux en fait s'inscrivent dans le cadre d'un programme de travail pluriannuel avec le ministère de la Santé qui a démarré depuis 2008 et qui vise à déterminer l'occurrence et les niveaux de contamination des substances émergentes afin de disposer de données d'exposition pour l'évaluation des risques. Alors, ces campagnes de polluants émergents peuvent concerner des contaminants présents dans les ressources. On peut citer par exemple les médicaments humains vétérinaires ou les PFAS, peuvent concerner des contaminants en lien avec les filières de traitement, avec notamment les sous-produits de désinfection. On peut citer ici les nitrosamines, ou enfin des contaminants en lien avec la distribution de l'eau, avec pour exemple chlorure de vinyle monomère, bisphénol A ou HAP chloré. Je vais me permettre de te couper, Christophe. On a un petit problème technique. Il faudrait que tout le monde coupe ses micros ou que la régie coupe les micros à tout le monde parce que ça perturbe l'audition des personnes qui essayent de nous suivre. Donc, si chacun pouvait couper individuellement son micro et si la régie pouvait couper l'ensemble des micros, ça permettrait que l'intervention de Christophe soit audible. Et juste aussi pour que les gens comprennent, quand on signale des substances, d'expliquer ce que c'est, par exemple les PFAS, pour que l'ensemble des intervenants qui ne sont pas forcément spécialistes puissent suivre le contenu. Excusez-moi pour cette interruption technique. on peut reprendre. Merci à tous. Merci. On peut passer à la diapositive suivante, si vous voulez. Alors, une des difficultés lorsqu'on réalise ces campagnes exploratoires, c'est d'avoir une photographie la plus représentative possible, avec 33 000 captages et 16 000 stations de traitement. Et donc, pour ce faire, la stratégie qui a été retenue pour ces campagnes, c'est de prélever dans tous les départements français pour ces campagnes exploratoires, d'avoir une bonne représentativité des débits produits en France. Et pour ce faire, dans chaque département, on va prélever l'installation qui présente le plus gros débit, en conservant une proportion principalement d'eau souterraine et un tiers d'eau de surface. Et puis, dans chaque département, on ne veut pas se focaliser uniquement sur les points noirs, donc on a un tirage aléatoire. Et par contre, on ne veut pas passer à côté des points noirs, et donc on a une sélection de points d'intérêt en fonction des contaminants qu'on va rechercher. Au final, cette stratégie arrive à un nombre d'échantillons raisonnables avec environ 300 sites, ce qui représente 600 échantillons, sachant qu'on va prélever à la fois l'eau brute et l'eau traitée. Diapositive suivante. Alors, la spécificité des eaux de consommation, c'est avant tout le traitement de l'eau qui peut aboutir à la formation de sous-produits de désinfection, à la dégradation de certaines molécules et puis à l'apparition de nouveaux produits de dégradation. Et puis, les spécificités des eaux de consommation, c'est aussi la distribution de l'eau avec la problématique des matériaux. Et donc, à terme d'illustration, ici, on peut citer les braies de houille qui étaient utilisées avant les années 70, susceptibles de générer des composés aromatiques chlorés. On peut citer également, dans les années 80, le
PVC qui a été susceptible de générer la formation de chlorure de vinyle monomère dans les réseaux de distribution. Le plomb, évidemment, qui a été utilisé jusqu'à dans les années 90 et pour lequel on a la nouvelle directive eau potable qui abaisse encore les valeurs réglementaires. Et puis on peut citer les résines époxy qui sont susceptibles de relarguer des composés tels que le bisphénol A ou des composés chlorés sous-produits. Demain, d'autres problématiques en lien avec les matériaux pourraient apparaître et on peut citer des interrogations, notamment en lien avec l'amiante qui peut être utilisé dans certains contextes particuliers pour acheminer de l'eau. Diapositive suivante. Alors, si on voulait définir une carte d'identité d'un polluant émergent d'intérêt dans le domaine de l'eau potable, on pourrait le choisir comme étant une molécule très polaire, très mobile, de faible poids moléculaire avec une demi-vie importante, c'est-à-dire très rémanente dans l'eau potable, une faible capacité d'absorption et puis un caractère potentiel génotoxique ou reprotoxique. Là, on aurait vraiment la carte d'identité type d'une substance dite préoccupante. Dans le graphique en bas, j'ai résumé ici les progrès analytiques au cours des dernières décennies, où dans les années 70, on recherchait des niveaux de concentration de l'ordre du milligramme par litre, dans les années 90, de l'ordre de 0,1 microgramme par litre, et puis aujourd'hui, on atteint des performances analytiques de plus en plus basses qui permettent de quantifier des valeurs bien inférieures au nanogramme par litre. Un nanogramme par litre qui représente quelques grains de sucre dans une piscine olympique à titre d'illustration. Alors ces progrès analytiques ont quand même un inconvénient, c'est que plus on va chercher des concentrations basses et plus on aura des risques de résultats erronés en raison de faux positifs liés au prélèvement aux analyses, c'est-à-dire des contaminations croisées qui ne seraient pas réellement ce que l'on cherche, et donc un besoin de vigilance très important par rapport à ces améliorations de sensibilité analytique. Diapositive suivante. Alors, ces campagnes n'auraient pas pu voir le jour sans la mobilisation complète des acteurs de terrain particulièrement importante, avec tous les départements qui ont été impliqués, une forte mobilisation des ARS en particulier lorsqu'on était face à des situations de contamination avérées pour essayer de mieux comprendre l'origine et l'étendue de ces contaminations. Les enseignements de ces campagnes, c'est également la diversité des signaux à l'origine de ces problématiques émergentes qui pouvaient être des alertes locales. On reparlera tout à l'heure des perchlorates, on peut parler également du thallium ou de chlorure de vinyle monomère. Alerte également dans les pays voisins avec les PFAS qui étaient notamment les composés perfluorés qui étaient effectivement soulevés pour la première fois en Allemagne, des travaux de révision de directives européennes ou encore des préoccupations sociétales et médiatiques. Alors à travers ces campagnes, on a eu des résultats qui étaient parfois inattendus, avec des composés qui sont typiquement des sous-produits de désinfection qui ont été retrouvés dès la ressource parce que formés par les stations d'épuration. On a été amené aussi à trouver une molécule telle que l'anthraquinone, qui est un pesticide, dans un réseau de distribution, mais qui était absent de la ressource. Et là, c'était typiquement le recours au brai de houille qui a formé cette molécule et ce sous-produit. Et puis des teneurs en composés perfluorés qui étaient supérieures en sortie de filière de traitement par rapport à l'entrée. Et là, ça correspondait à la dégradation de molécules précurseurs qui se dégradaient en métabolites ultimes. Diapositive suivante. Alors, on a vu que les travaux de surveillance étaient susceptibles d'alimenter des travaux exploratoires. Et puis, à travers un exemple ici, je voudrais montrer que ces travaux exploratoires ont également un lien très fort avec la surveillance, avec le cas de la construction des listes de pesticides pour les contrôles sanitaires. Une démarche qui a été initiée en Grand Est avec un collectif d'experts qui
qui s'est réunie, regroupant l'ARS, l'ANSES, l'Agence de l'eau, la DRAF, la DREAL. Une méthodologie qui a été ensuite reprise et améliorée en région PACA pour arriver au final à une instruction nationale du ministère de la Santé. Diapositive suivante. Au final, cette méthodologie, elle aboutit à différents outils qui permettent d'introduire des nouvelles molécules dans cette liste de pesticides à surveiller. Ça peut être des données de surveillance, données du contrôle sanitaire au niveau national, au niveau régional. Ça peut être des données de surveillance environnementale, telles que les campagnes menées par les DREAL, l'Agence de l'eau ou encore APRONA ici. C'est également des données plutôt prospectives, avec les ventes de produits phytosanitaires et les usages qui permettent également de mieux cibler les listes de pesticides. Et enfin, c'est également pour construire ces listes de pesticides en contrôle sanitaire, c'est également des travaux qui sont plus prospectifs. Et je citerai ici des travaux menés par la phytopharmacovigilance, donc qui est une entité de l'ANSES qui, à partir de 274 substances actives approuvées, aboutit à une liste de près de 2000 métabolites potentiels qui peuvent être formés. Et donc un fort besoin de hiérarchisation. Et puis campagne prospective, dont je dirai 2 mots tout à l'heure, qui permettent également d'identifier un certain nombre de métabolites préoccupants. J'en ai cité 2 ici que certains d'entre vous doivent bien connaître. Et puis d'autres campagnes exploratoires également menées par d'autres organismes. Diapositive suivante. Et donc pour terminer cet exposé, je parlerai des campagnes exploratoires ANSES qui viennent de se terminer, donc avec une campagne qui concernait 150 pesticides, dont une centaine de métabolites, qui concernait également un solvant et qui concernait des résidus d'explosifs dont on sera amené à reparler. Cette campagne a généré 140 000 résultats qui sont en cours d'exploitation et puis a été déclinée également à travers le plan régional santé-environnement au niveau de la région pour avoir une photographie un peu plus fine de ces travaux et de ces niveaux de contamination. Et donc, au niveau régional, on a pu générer ainsi 40 000 résultats qui sont en cours d'exploitation avec les acteurs locaux tels que l'Agence de l'eau, l'ARS, la DRAF ou encore le BRGM et la région. Diapositive suivante. Alors, premier exemple pour cette campagne, donc les résidus d'explosifs avec un contexte qui est étroitement lié à la problématique des perchlorates. Aujourd'hui, perchlorates pour lesquels on a des données assez connues et une bonne cartographie de la contamination en perchlorate en lien avec la Première Guerre mondiale notamment. Le contexte, c'est également des travaux d'évaluation des risques sanitaires qui ont été menés dans la Meuse, dont on sera amené à reparler un peu tout à l'heure, et qui mettent en évidence un certain nombre de composés nitro-aromatiques au niveau de ce site. Et donc, la question qui se pose légitimement, c'est est-ce que, en même temps que les perchlorates, on a d'autres contaminants organiques de type nitro-aromatique qui peuvent être présents? Et donc, on a mené cette campagne sur une cinquantaine de molécules qui peuvent être des molécules d'origine historique, d'origine plus récente, ou bien des molécules utilisées en tant qu'adjuvants, stabilisants ou propulseurs. Et pour les molécules historiques, je citerai par exemple le TNT avec tous ces métabolites, et je n'entrerai pas dans le détail de ces listes. Diapositive suivante. Alors, les résultats en quelques mots pour la campagne nationale sont plutôt rassurants, avec moins de 10% des échantillons qui présentent au moins une molécule quantifiée, une contamination qui concerne plutôt les eaux souterraines, avec 11% de résultats positifs en eau souterraine
contre 5% en eau superficielle, ce qui est plutôt logique en lien avec le caractère historique de cette contamination. En général, on trouve assez peu de molécules de façon simultanée, 1 à 2 molécules, et puis on a pu relever une grande diversité géographique avec des métabolites qui peuvent être dans un contexte plutôt historique et d'autres qui peuvent être en lien avec des activités actuelles. À noter également que les ARS ont une très bonne connaissance de ces contaminations puisque c'est sur les points d'intérêt clairement identifiés que l'on observe des niveaux de contamination plus importants avec par exemple 18% des points d'intérêt qui présentent des résultats positifs. Il reste 2 minutes. 2 minutes, ça ira. Diapositive suivante. Juste en quelques mots, est-ce qu'on a une bonne corrélation entre explosifs et perchlorate? Donc les travaux sont en cours de dépouillement, mais ce que l'on peut dire, c'est que on a une très bonne corrélation entre explosifs et perchlorate quand on s'intéresse aux explosifs d'origine historique, et c'est le cas pour les métabolites du TNT en particulier, alors que cette corrélation marche moins bien pour des résidus d'explosifs tout à fait récents. Diapositive suivante, je terminerai avec les métabolites de pesticides. 155 molécules recherchées. Sur ces 155, on avait 2/3 de métabolites. On trouve 78 composés quantifiés avec une quantification qui est plus importante au niveau des captages. Environ 80% des captages présentent au moins une molécule qui a été quantifiée. En nombre de molécules, on est en médiane à 5 molécules pour les captages et à 3 molécules pour les eaux traitées. Et puis, on s'est intéressé en fait au lien entre les nouveaux métabolites que l'on recherche et puis des métabolites plus habituellement recherchés. Donc, c'est le cas ici du métolachlore ESA. Donc, ce qui est plutôt rassurant à ce niveau-là, c'est que lorsque le métolachlore ESA, qui est couramment recherché, ne présente pas de dépassement de la valeur de 0,1 microgramme par litre, les autres métabolites ne présentent pas non plus de dépassement. Beaucoup de questions encore autour de ces métabolites, mais je n'aurai pas le temps d'entrer en détail. Donc on va passer directement à la conclusion sur la diapositive suivante. En résumé, ce que je voulais dire, c'est que ces campagnes exploratoires permettent des travaux d'anticipation en amont des évolutions réglementaires, permettent une meilleure compréhension des contaminations et des niveaux de contamination. Et si on voulait définir un certain nombre de directions pour les travaux à venir, je dirais qu'il faut avant tout favoriser les échanges et la bancarisation de données pour mettre en commun les démarches initiatives, s'intéresser de près pour les eaux de consommation au rôle des filières de traitement qui peuvent avoir un rôle parfois inattendu, et puis dans les perspectives également prendre en compte les approches non ciblées qui se développent aujourd'hui, qui permettent d'ouvrir plus largement la recherche de contamination émergente. J'espère que le timing a été respecté. Je vous remercie. Parfaitement. Parfaitement. Merci beaucoup Christophe. On a un petit peu de temps pour les questions. Ah bah, allez-y. Donc Claire, si tu as des questions sur le chat. Oui, une question à propos du chlorothalonil. La question est de savoir si le chlorothalonil et ses métabolites sont recherchés en AEP, dans l'eau distribuée. Juste rappeler à quoi sert le chlorothalonil. Un fongicide. Un fongicide, donc la lutte contre les champignons qui peuvent nous empoisonner parfois l'existence. Alors, le chlorothalonil a été mis en évidence assez récemment dans un pays voisin, c'était en Suisse notamment, qu'il a été, je crois, détecté pour la première fois. Enfin, ce fameux métabolite que l'on retrouve beaucoup dans les eaux destinées à la consommation humaine. Il a été intégré à la campagne exploratoire qui vient de se terminer et il a typiquement vocation à être intégré au contrôle sanitaire
Aujourd'hui, les laboratoires sont en train de mettre au point des méthodes d'analyse et donc on est en phase de transfert et d'échange de protocoles analytiques auprès des laboratoires. On n'est pas encore dans la surveillance aujourd'hui complètement établie, mais c'est typiquement une molécule qui a vocation à être surveillée de près. Et on a dit que c'était un fongicide, mais il est utilisé dans quel contexte? En agriculture ou bien dans d'autres contextes? En agriculture principalement. Principalement, ouais. D'accord, très bien. D'autres questions, Claire? Oui, une autre question sur l'anticipation. Christophe, vous avez évoqué la notion d'anticipation. La question qui se pose, c'est comment se matérialise-t-elle? C'est-à-dire, voilà, comment on concrétise et comment on met en place cette notion d'anticipation? Concrètement, l'anticipation, c'est avant tout de disposer de données d'exposition. Donc, c'est la première étape. Et puis, l'anticipation, c'est également une évaluation des risques sanitaires qui va être réalisée, qui peut être réalisée en amont d'une surveillance plus élargie pour trouver des contaminants émergents dans l'eau. Aujourd'hui, les laboratoires savent faire. Avec les sensibilités analytiques qui s'améliorent, on va trouver de plus en plus de contaminants. Ce qui est important, l'anticipation, c'est avant tout pouvoir interpréter ces résultats au regard de l'évaluation des risques sanitaires. Et cette anticipation, elle se prononce avant tout sur cet aspect-là, quoi. D'accord, très bien. Bon, je crois à travers cette intervention, Christophe, et aussi à travers celle de Jean-François, ce qu'on voit, c'est qu'on a une multitude de molécules. On a dit plus de 100 000 au niveau européen. Des molécules qui sont d'origine très variée, et y compris à des endroits où on ne les attendait pas. Par exemple, on pensait au départ que les plastiques étaient inertes, et puis on se rend compte qu'ils ne le sont pas tant que ça. Et tu as cité l'exemple du PVC, qui est utilisé pour les canalisations, qui amène l'eau potable, et on se pose la question, est-ce qu'on en retrouve dans l'eau potable? Et tu as répondu. Donc beaucoup de molécules d'origine très variée, parfois inattendues, et des molécules qui peuvent poser problème à des concentrations très faibles, d'où ce que tu évoquais, les questions... ce qu'on appelle les performances analytiques, c'est-à-dire qu'il faut que les laboratoires soient capables de mesurer de très petites quantités, et ça demande une haute technicité et de la haute technologie. Donc ça demande d'avoir une veille scientifique sur la manière de détecter les molécules, et puis derrière, après, une fois qu'on sait les détecter dans un laboratoire, mais il faut aller les chercher dans le milieu, dans la nature, et aussi dans l'eau potable. Et donc, c'est toutes ces étapes qui viennent de vous être présentées. Et du coup, ce qu'on vous propose maintenant, c'est de passer, donc après avoir détaillé cette phase exploratoire, de passer à un exemple qui va explorer depuis la phase de détection jusqu'à la solution chez un industriel. Tout à fait. Donc c'est la présentation que va réaliser donc Miguel Nicolaï de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, donc sur un success story des bromures donc dans la Moselle, donc où tout un collectif d'acteurs donc a réussi ce succès de mesures de gestion sur les bromures dans la Moselle. Miguel, à toi la parole. Merci Jean-François. Donc effectivement, on a choisi de vous présenter aujourd'hui un exemple de collaboration interservices qui nous a permis de faire face à un problème émergent, donc celui des bromures dans la Moselle. Diapo, s'il vous plaît. Donc, on attend la régie, voilà, ça arrive, pas de souci. Merci. Et donc, avant de rentrer dans le vif des détails techniques du sujet, donc, je voulais un peu vous rappeler les grandes étapes finalement qui ont permis ce succès collectif. Alors, tout d'abord, il y a une surveillance prospective qui est menée par l'agence de l'eau en continu sur les polluants émergents. Ensuite, il y a une alerte précoce de l'ARS lorsqu'elle a découvert de nouveaux problèmes de potabilité. Il s'en est suivi une expertise collective interservice pour déterminer l'origine du problème, savoir s'il était naturel, lié au changement climatique, s'il y avait de nouvelles émissions. Suite à cette expertise, l'agence de l'eau a mis en œuvre un contrôle d'enquête afin de déterminer les zones d'émission, les émetteurs potentiels, les usages concernés. Il s'en est suivi une mobilisation interservice et en vue de favoriser la mise en place d'une réduction à la source qui a été mise en place avec l'industriel et qui a permis une amélioration sensible de la situation. Miguel, tu peux juste nous expliquer ce qu'est un PPRDE?
s'il te plaît. Je n'ai pas cité, mais oui, tout à fait. Donc, une PPREDE, c'est une personne publique responsable de la distribution d'eau, dans le langage commun, un traiteur d'eau, donc Veolia, par exemple. Merci. Il faut que j'en cite plusieurs. Veolia, Sor, Lyonnaise des Eaux, c'est bon, j'en ai 3. Et puis aussi les collectivités qui peuvent aussi être en régie et traiter directement leurs eaux. Alors donc comme je l'ai dit, tout commence par une alerte de l'ARS donc sur l'eau potable. Donc l'ARS a constaté donc en l'été 2019 une augmentation des concentrations en THM avec des dépassements de la limite de potabilité au niveau de la nouvelle station de Toul qui puise dans la Moselle. Donc ça s'est produit donc, au moment d'une période estivale, dans une période d'étiage sévère où les températures étaient relativement élevées. Et en parallèle, donc, la surveillance prospective de l'Agence de l'eau a mis en évidence qu'à l'amont de ces captages, il y avait des pics de bromure avec des maximums qui étaient observés à 410 microgrammes par litre en été. Et donc on s'est posé la question de savoir s'il y avait un lien entre ces deux phénomènes et si c'était le cas, de savoir si dans un contexte de changement climatique, on devait s'attendre à une récurrence, voire à une amplification de ces problèmes. Par la suite, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres collectivités du même secteur, donc on appellera Moselle-Amont, qui avaient également des problèmes de THM, c'est-à-dire des trihallométhane, au niveau des eaux qu'ils produisaient et qu'ils distribuaient. Donc il s'en est suivi une grande mobilisation effectivement de l'ensemble des services face à l'ampleur du problème, y compris de la préfecture. Alors question, d'où viennent ces THM ? Alors les THM, comme je crois que Christophe l'a dit tout à l'heure, on en trouve généralement peu dans les ressources en eau. En revanche, ils se forment lors du traitement des eaux par réaction du chlore sur la matière organique. Alors le plus connu de ces THM, c'est le chloroforme, qui ne contient que du chlore. Mais en présence de bromure, il peut se former 3 autres THM qui contiennent du brome et qu'on appelle les THM bromés. C'est pourquoi on a décidé, donc, vu ces éléments, de mettre en œuvre un contrôle d'enquête pour déterminer l'origine et le rôle de ces nouveaux suspects qui étaient les bromures. Suivante. Alors, mais avant de... Je suis désolé, ça m'a coupé. Alors, donc, revenons aux THM. Donc, les THM, ils ont donc une limite de potabilité de 100 microgrammes par litre, mais du fait de leur toxicité, la directive européenne nous demande d'essayer d'atteindre la valeur la plus faible possible sans pour autant compromettre la désinfection. Alors, comme je l'ai dit, en présence de bromure, on a non seulement du chloroforme qui se forme, mais également des THM bromés qui sont plus lourds et plus toxiques, ce qui induit des dépassements plus accrus de la norme de potabilité. Sur le graphique qui est en bas à droite, on peut voir que plus les concentrations en bromure augmentent, plus le nombre et la proportion de THM bromés, donc de THM lourds, va augmenter. Suivante. Mais il existe un deuxième effet, donc ça c'est un effet qui est assez connu de la présence de bromure au niveau de la formation des THM, et il y a un deuxième effet qui peut également se produire dans certains types d'eau. Alors la formation des THM, elle est dépendante de nombreux facteurs, la concentration en chlore notamment, la concentration et la nature de la matière organique, le pH et aussi la température, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a des problèmes particulièrement en été. Et donc, dans certaines conditions, la présence de bromure va non seulement induire de former des THM bromés, mais également d'augmenter le nombre total de THM. Donc, sur le graphique, la courbe en rouge représente le nombre de THM totaux. Et on voit que sur l'eau qui a été testée, dès qu'on atteint une concentration en bromure de 100 microgrammes par litre, plus la concentration en bromure augmente, plus le nombre de THM totaux va augmenter. Suivante. Donc c'est pourquoi donc, on a décidé de mettre en œuvre un contrôle renforcé des bromures dans les eaux du bassin. Donc tout d'abord, bien sûr, sur les zones qui étaient à l'amont des captages de Moselle-Amont et pour essayer de savoir d'où provenaient les bromures, mais également sur d'autres points de surveillance qui couvraient des enjeux d'alimentation en eau potable, et puis sur l'ensemble du réseau de contrôle de surveillance afin d'avoir un suivi qui soit représentatif de l'ensemble du bassin et qu'on puisse avoir un peu une photo de ce qui se passait et comprendre et de suivre les évolutions. Suivante. Alors sur cette carte, cette carte représente le secteur de Moselle-Amont. Donc en gris, on voit donc les principales unités de distribution qui sont concernées par des problèmes de THM et qui sont potentiellement impactées par les bromures.
Alors la question qui s'est posée à nous, donc ces captages là sont situés plus généralement donc à proximité de Nancy, et la question qui s'est posée à nous, c'était de savoir si les bromures provenaient d'origine naturelle ou bien s'ils provenaient d'activités humaines, et si c'était le cas, s'ils provenaient de sources diffuses ou bien de sources plus ponctuelles, et si on était capable d'identifier des émetteurs précis, notamment au niveau des zones d'activité qui étaient situées aux alentours d'Épinal. Suivante. Alors, la surveillance prospective de l'Agence de l'eau nous a déjà donné une première information qui était que nous avions des pics de bromure récurrents en période estivale, justement sur un linéaire de 140 km, donc grosso modo entre l'amont d'Épinal et Nancy. Suivante. Et donc grâce au contrôle renforcé, s'il arrive, donc, grâce à la surveillance renforcée, on a pu avoir donc des informations complémentaires et donc notamment observer qu'on avait une première zone d'apport en bromure entre Éloie et Archette. Donc c'est là entre la courbe en bleu et la courbe en gris, les deux courbes en bas du graphique. Et puis une zone d'apport beaucoup plus importante et majoritaire donc à l'aval d'Épinal, entre Golbet et Chavelot, donc c'est la courbe en verte, et donc pour laquelle on a pu observer donc à Chavelot des pics de concentration qui montaient jusqu'à 800 microgrammes par litre, et dont l'impact de ces concentrations était visible donc jusqu'aux zones de captage d'AEP, donc situées à proximité de Nancy. Suivante. Alors la question du coup, d'où viennent donc ces bromures? Alors les bromures sont présents naturellement dans l'eau de mer, les roches et les saumures, donc avec un rapport brome sur chlore de l'ordre de 5 pour 1000, c'est-à-dire qu'on a 5 grammes de bromure en gros pour 1 kg de chlore. Et donc dans les eaux du bassin, on retrouve cette signature naturelle de 3,4 pour 1000 en moyenne sur le bassin. Mais à Chavelot, ce qu'on observe, c'est une signature qui est différente, qui est de 20 pour 1000, et donc ça traduit qu'il y a un apport particulier en bromure par rapport au chlorure, et donc présumément une signature anthropique, c'est-à-dire la signature d'une émission d'une activité humaine. Alors, quelles sont les activités humaines qui peuvent justement produire ces bromures? On a pensé à une composante qui pourrait venir des stations d'épuration urbaines, dans lesquelles les bromures sont sans aucun doute présents, mais probablement dans des proportions qui n'expliqueraient pas les phénomènes qu'on observe sur la Moselle. Donc notre regard s'est tourné vers les autres usages. Quels sont les usages des bromures? Les bromures, on en trouve du fait des usages biocides qui sont autorisés. Notamment, les bromures sont un sous-produit de l'eau de Javel. Donc quand on désinfecte à l'eau de Javel, on peut emmener des bromures au milieu. Et puis surtout, les bromures sont un sous-produit de l'usage biocide du brome, notamment pour le traitement des piscines et dans l'industrie pour la désinfection des tours aéro-réfrigérantes et en slimicide, c'est-à-dire en antibiofilm dans les papeteries. Du coup, la piste des usages industriels nous est apparue à privilégier comme source potentielle des émissions. Suivante. Alors du coup, la question, c'était que pouvons-nous faire face à cette problématique ? Et donc, collectivement, en interservice, et donc il y a une instance qui est le secrétariat technique de bassin, donc qui est l'instance technique du Parlement de l'eau, qui est le comité de bassin, et qui est un lieu d'échange interservices et de prise de décision. Et donc, ce secrétariat technique de bassin a validé 3 actions à mener conjointement et parallèlement. Donc, une première action menée par l'ARS, qui consistait à poursuivre l'optimisation des traitements par les traiteurs d'eau et à essayer de limiter, là où c'était possible, au maximum la formation de THM. Donc un premier axe sur le lieu d'impact. Et puis un deuxième axe, donc plutôt mené par la DREAL et les DDT pour essayer d'identifier quels pouvaient être les émetteurs industriels et l'impact éventuel des stations d'épuration. Et un troisième axe porté par l'Agence de l'eau qui visait, une fois les utilisateurs identifiés, à les sensibiliser et à les inciter à réduire leur rejet à la source. Et donc pour suivre ces travaux et servir aussi de lieu d'échange interservices, le STB a mandaté son groupe dédié qui est le groupe Substance Rhin-Meuse. Suivante. Alors la diapo suivante est visible là. Ah, d'accord. L'écran en face de moi n'est pas raccord. Alors du coup, il est apparu relativement rapidement que un émetteur principal, donc comme on le disait, donc à l'aval d'Épinal, donc entre Golbet et Chavelot. Donc cet utilisateur, c'est une papeterie qui utilise le bromure d'ammonium en tant que slimicide.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'antibiofilm. Et donc, il s'est avéré qu'en fait, cette utilisation était la source principale des émissions qu'on pouvait observer à Chavelot. Et du coup, un contact immédiat a été pris avec l'industriel. Et celui-ci disposait fort heureusement d'une solution alternative qu'il est parvenu à tester et à mettre en œuvre en quelques mois. Pour autant, nous avons poursuivi nos investigations sur cette zone et nous avons du coup pu identifier d'autres émetteurs industriels, donc de moindre importance, mais dont les rejets ont été mis sous surveillance par l'ADREAL. Suivante. Alors du coup, oui, donc comme je l'ai dit, donc l'industriel, donc suite à la mise en œuvre d'une substitution de produits, a réussi à réduire de 90% ses émissions de bromure. Et donc sur ce graphique, on voit donc du coup le flux de bromure en bleu qui est à l'amont du rejet, le flux de bromure en orange à l'aval du rejet, et donc par différence, la courbe en rouge représente le flux qui est ajouté entre ces deux points. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'une fois que la substitution a été mise en place, donc, et notamment à partir de juillet 2021, eh bien le flux moyen qui était observé en bromure à Chavelot est passé de 400 kg par jour à 80 kg par jour. Alors, quel a été l'impact de cette réduction de flux sur les zones de captage AEP? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que préalablement à la substitution, donc c'est le début de la courbe à gauche, on avait lors d'été sec des concentrations en bromure au niveau des zones de captage AEP de Nancy et Toul qui pouvaient atteindre jusqu'à 400 microgrammes par litre. Et donc depuis la substitution qui a été mise en place en juillet 2021, on a pu constater donc lors de l'été 2021 qui était donc relativement humide que les concentrations au niveau des zones de captage étaient descendues en dessous de 100 microgrammes par litre. Puis donc lors de l'été suivant, donc de cette année qui était beaucoup plus sec, on a observé des concentrations qui étaient entre 100 et 150 microgrammes par litre. Alors 100 microgrammes par litre, c'est un peu l'objectif très ambitieux qu'on s'était fixé au départ en se disant bah tiens, ce serait bien si on pouvait arriver en dessous, ça renvoie un peu à la donnée que je vous avais montrée au tout début. Et puis donc cet objectif donc il a été atteint donc en 2021 et puis en 2022 bon on est encore sur un résultat très bon mais qui montre quand même qu'on reste sur une zone sensible où il faut qu'on reste vigilant et qu'on surveille ce qui se passe malgré les progrès qui ont pu être accomplis. Alors on a vu donc on avait réduit le flux, on a vu que les concentrations dans la Moselle baissaient, mais quel a été l'impact sur les eaux distribuées? Alors au niveau des eaux distribuées, est-ce que ça a résolu notre problème? Eh bien ce qu'on voit sur le graphique à droite, c'est qu'on a une très large diminution des problèmes de THM par rapport à ce qu'on avait avant, puisqu'on a une quasi-disparition des non-conformités. Donc avant juillet 2021, on avait jusqu'à 23% des contrôles qui étaient non conformes sur les 9 unités de distribution qui étaient impactées, tandis que depuis la substitution, on est tombé à moins de 2% de non-conformité. Donc ceci a été permis par une diminution générale des concentrations en THM. On le voit, tous les histogrammes s'écrasent, et notamment une baisse des THM bromés de 60%, et en particulier du bromoforme, dont les concentrations moyennes ont diminué de 85% au niveau des contrôles. Et puis on voit aussi qu'au niveau des maximums observés, dans la période récente, le maximum de concentration mesuré est inférieur à 120 microgrammes par litre, tandis qu'avant il pouvait culminer jusqu'à 240 microgrammes par litre. Alors pour autant, les deux cas de dépassement qu'on a pu observer cet été, donc au mois d'août, témoignent quand même qu'on est sur un milieu qui reste sensible et on est face à une difficulté un peu persistante et qu'il faut qu'on reste vigilant, notamment en période estivale, et qu'on conserve un œil aussi sur la maîtrise des émissions, a fortiori dans un contexte de changement climatique. Alors pour conclure, donc voilà un résumé des épisodes qui se sont déroulés. Donc effectivement, à l'origine en amont du traitement de cette situation, donc on avait une surveillance prospective de l'agence de l'eau qui a surveillé les bromures en anticipation, ce qui a permis, une fois que l'ARS a découvert qu'on avait un problème d'AEP, de THM dans les eaux potables et nous a alerté de pouvoir réagir rapidement. On a donc ensuite mené une expertise collective interservice pour essayer de déterminer quelle était l'origine des problèmes de trihallométhane et s'il y avait un lien avec les bromures de la Moselle. Ensuite, l'agence de l'eau a diligenté un contrôle d'enquête afin de savoir d'où venaient les bromures de la Moselle en termes de zone d'apport et en termes de sources potentielles. Et puis, une mobilisation collective de l'ensemble des services a permis de mettre en œuvre une identification des émetteurs principaux et, en partenariat avec le principal industriel concerné, de mettre en œuvre une réduction à la source.
Et donc avec un résultat final qui est une baisse des concentrations en bromure qui peut être constatée au niveau de la zone de Moselle-Amont et surtout une forte diminution des problèmes de THM bromé dans les eaux potables des 9 unités de distribution concernées. Merci. Merci beaucoup Miguel. Donc on a le temps de prendre quelques questions. Claire, est-ce que tu en as identifié dans le chat? Oui, alors peut-être une première question pour revenir peut-être un petit peu aux présentations précédentes. Je vais regrouper quelques questions du chat à propos des interrogations sur la gestion un peu différenciée entre pays européens, on va dire, des notions de pertinence de métabolites et de normes. Donc les questions se posent en disant pourquoi, par exemple, chloridazone d'éméthyle est pertinente en France et pas en Allemagne, pourquoi il y a des normes plus strictes selon les pays, et par exemple le chlorate, est-ce qu'il y aurait des critères plus stricts, des normes plus strictes comme au Danemark par exemple. Voilà, donc c'est peut-être quelques informations sur la manière dont c'est géré entre pays. La question est vaste. Qui peut répondre? Moi, je peux bien répondre sur les métabolites, si quelqu'un prend la suite sur les chlorates. Oui, sur les métabolites, effectivement, toute la difficulté, Christophe l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement de caractériser quel est le risque toxicologique. Et pour ça, il faut des études. Des études publiques, on n'en a pas forcément beaucoup. Les industriels sont obligés d'en faire un minimum pour qu'on approuve leurs substances. Et donc, sur cette base, il y a des comités qui se constituent. Donc, il y en a un en Allemagne, il y en a un en France. Et donc, ils examinent toutes ces données toxicologiques. Et puis, en fonction des données dont ils disposent, ils vont donner un classement. Et donc, effectivement, sur le cas de la chloridazone d'esphényl, ce qu'on peut dire, c'est que les Allemands... Juste pour dire que la chloridazone est utilisée sur les cultures de betteraves. Pardon, Miguel. Donc effectivement, la chloridazone était utilisée pendant 60 ans sur les cultures de betteraves sur l'ensemble du territoire, sur les zones de production du territoire français. Elle est depuis interdite et effectivement, comme pour ceux qui ont suivi l'activité récente, on sait qu'on en retrouve donc un certain nombre de captages d'eau potable des zones concernées, donc de métabolites de la chloridazone, donc des produits de transformation. Et donc effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont toxiques ou pas. Donc l'Allemagne et la France ont des processus d'évaluation de la pertinence qui sont assez semblables en réalité. Et on est vraiment là sur des avis. Comment on prend en compte les données scientifiques? C'est pas un exercice simple. Donc les Allemands disent, nous, on pense que le composé n'est pas génotoxique, donc on fixe une norme. Et au niveau français, on a dit... On sait pas, les études ne nous permettent pas de conclure s'il y a un risque génotoxique ou non. Donc on n'est pas sur des choses contradictoires, on est plus sur, on a une incertitude et du coup, on préfère ne pas dire qu'il est non pertinent, on dit qu'il est pertinent et on fixe un seuil plus sévère que les Allemands. Donc finalement, on a des démarches assez proches, des résultats assez proches, mais voilà, il y en a un qui est du côté de la limite et l'autre qui est en dessous de la limite. Oui, et pour reformuler juste en complément, effectivement, sur certains caractères tels que la génotoxicité, la reprotoxicité, l'absence d'information prône pour une culpabilité potentielle et donc pour un principe de précaution qui s'applique. Ouais. Donc, si je résume, la France a appliqué un tout petit peu plus strictement que l'Allemagne le principe de précaution. Est-ce que je ne fais pas de raccourci trop fort en le disant comme ça? Très bien. Une autre question, Claire, ce sera la dernière. Une autre question, et puis pour les autres, je répondrai dans le chat. Mais une question, je pense qui vaut la peine d'être passée et d'être répondue à l'oral. Comment les analyses, dans le cas du cas de figure du bromure que tu viens de nous présenter, Miguel, comment ont été prises en compte les analyses faites par les collectivités et quel rôle les collectivités ont joué dans cette opération collective? Alors effectivement, les collectivités ont également mené des investigations en parallèle, sur lesquelles j'ai assez peu insisté, même si j'ai quand même cité en creux les traiteurs d'eau. Ils ont aussi fait faire des analyses de bromure, qui nous ont communiqué, sur lesquelles on a échangé et sur lesquelles on s'est aussi appuyé pour mener notre contrôle d'enquête. Et puis ils ont aussi alerté aussi par un courrier la préfecture pour inciter à une forte mobilisation. Et ce qui a permis aussi qu'on essaye... on a démarré en gros les actions au niveau du mois de janvier 2021 et l'objectif c'était de réussir à faire quelque chose avant l'été 2021, donc avant le retour des problèmes, et c'est ce qui a réussi à être fait. Donc ils ont contribué fortement à l'alerte qui a été lancée. Tout à fait, à son renforcement à minima.
Très bien. Est-ce qu'on peut clore sur cette session? Merci à vous deux. Donc Christophe va quitter la salle. Miguel reste avec nous pour la session suivante qui va être menée par Leïla Luther de la région Grand Est et Baptiste Ray de la Prona. Et donc après l'histoire des bromures, où Miguel nous a montré comment ça a fonctionné depuis la prospective jusqu'à la mesure, l'alerte et puis la mise en œuvre d'une solution concrète par un industriel. On ne l'a peut-être pas dit, mais bien sûr, la molécule de substitution qui a été utilisée par l'industriel à la place des bromures ne pose pas les mêmes problèmes de toxicité dans l'eau potable. Ça va sans dire, mais je voulais quand même le préciser. Donc après cet exemple sur les bromures, on va maintenant, et qui était plutôt sur la Lorraine, on va passer à l'Alsace et à la question de la nappe d'Alsace et des polluants émergents sur la nappe d'Alsace. Et là aussi, il y a eu une mobilisation d'énormément d'acteurs pour à la fois comprendre quels étaient les problèmes de polluants émergents dans la nappe d'Alsace et puis mettre en place des solutions. Donc voilà, je vais laisser la parole à Leïla Luther et Baptiste Ray, donc respectivement pour la région et la Prona. Oui, merci. Bonjour à tous. Et donc on va effectivement parler à deux voix sur cette présentation. Si on peut mettre le PowerPoint, ce serait mieux. Je ne le vois pas. Là, il y a un petit temps de latence. Ne voilà. Soyez pas surpris, il y a un petit temps de latence quand la régie appuie sur le bouton. Entre le moment où elle appuie sur le bouton et le moment où on le voit, il y a un tout petit temps de latence. Donc voilà, on va s'adapter à ça. On va s'adapter. Donc, du coup, je vais prendre la parole en premier pour la région Grand Est. À savoir que, donc, comme l'a bien introduit Katia, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, l'idée sur la nappe phréatique du Rhin supérieur, c'est de mener des investigations prospectives sur la qualité de l'eau. La région Grand Est a depuis de très nombreux... Enfin, la région, on va dire, parce que Grand Est est venu beaucoup plus tard, mais depuis de très nombreuses années, déjà dans les années 80, elle a commencé à travailler en partenariat avec l'Agence de l'eau sur les polluants historiques. Donc, surtout, en Alsace, on avait les nitrates et les phosphates. Et non, les chlorures, pardon. J'étais en train de... oui, les chlorures. Et donc, depuis lors, voilà, elle mène cette politique ambitieuse. Avec un enjeu majeur, bien sûr, qui est que 80% de la population alsacienne est nourrie, enfin, est alimentée en eau potable à partir de la nappe phréatique, mais pas uniquement. On a aussi cet enjeu agroalimentaire. Il y a beaucoup d'industries agroalimentaires qui utilisent cette eau de la nappe, et donc un enjeu qualité fort. Avec notamment aussi le portage du sage Île-Naprin et un objectif régional marqué qui est de produire une eau potable sans traitement préalable pour les générations actuelles et futures, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement actuellement. Leïla, est-ce qu'on peut dire qu'un sage, c'est un mini parlement de l'eau à l'échelle de la nappe d'Alsace? Est-ce que je peux le résumer comme ça? Tout à fait, oui. Pardon. Je préciserai la prochaine fois. Du coup, depuis donc, ce que je disais, depuis les années 80, donc, il y a eu des travaux d'inventaire de la qualité de la nappe en Grand Est, avec au démarrage une maîtrise d'ouvrage région, mais qui a été assez naturellement par la suite relayée à la Prona, l'association pour la protection de la nappe d'Alsace, et donc qui a repris la main depuis 2016. À savoir que les partenaires ont évolué aussi au fur et à mesure des questions et des nouvelles interrogations qu'on se pose. On en a beaucoup entendu parler déjà sur les polluants émergents et quel type de polluants émergents. On se rend compte que c'est très complexe. Et depuis les années 96, l'eau ne connaît pas de frontières. On travaille avec des partenaires allemands et suisses sur la nappe du Rhin supérieur. Merci pour le changement de diapo.
et notamment sur des nouveaux polluants émergents. Alors à savoir qu'on travaille bien sur l'eau brute et non pas l'eau distribuée uniquement, hein, donc on est bien sur des recherches prospectives de la qualité de la nappe sur les eaux brutes de la nappe, hein, et pas sur l'eau distribuée. Je tiens à le préciser. Donc il y a de nombreux partenaires qui s'impliquent dans cette démarche, hein, à l'échelle transfrontalière. Sur l'Allemagne, on a les Landes de Bade-Württemberg, Hesse et Rhénanie-Palatinat. On a également Basel-Landschaft et Basel-Stadt pour la Suisse, qui mènent des investigations. Et bien sûr, en France, donc, une coordination menée par la PRONA et portée par la PRONA. Mais voilà, l'Agence de l'eau, l'Adréal et la région sont très impliquées. On a aussi d'autres partenaires techniques comme le BRGM où aussi on mène des discussions lorsqu'on a les résultats avec des partenaires comme l'ARS par rapport aux résultats obtenus. Mais Baptiste vous précisera un peu plus. Juste pour repréciser l'enveloppe, hein, on est sur ces projets-là, on est autour de 2 millions d'euros avec un soutien financier de l'Europe à travers le programme Interreg Rhin supérieur. Je te laisse la main pour la partie résultats. Oui, merci. Donc je poursuis à commencer avec les grandes caractéristiques et dimensions donc du projet Hermès Rhin et de la campagne qui en est faite, avec déjà les objectifs. Donc c'est une campagne exceptionnelle qui n'est pas réglementaire et qui vise à faire une photographie de la qualité des eaux souterraines donc du Rhin supérieur, en vue donc de faire un état global de la qualité de la ressource, donc pour le repréciser encore en eau brute, donc en fonction de l'occupation des sols et donc des différents risques que peuvent comporter les pressions de type industriel, domestique, agricole ou aussi géogène. Alors il y a deux grands objectifs qui visent à faire un suivi aussi des pollutions historiques qui sont donc recherchés déjà depuis pas mal d'années au fil des différents inventaires des différents opus qui ont été présentés juste avant, avec donc des paramètres un peu historiques comme les nitrates, les chlorures aussi, les pesticides, donc qui posent des problèmes depuis plusieurs années. Et un deuxième pôle, un deuxième pilier qui vise à l'amélioration des connaissances, plutôt au regard donc, de la famille des polluants émergents qui a déjà été un peu présentée, dans le but de faire dans le but d'une démarche prospective et exploratoire, et enfin donc aussi un appui donc à la surveillance les différentes surveillances qui sont réglementaires, comme par exemple pour le contrôle sanitaire au titre des eaux souterraines, qui sont déjà en place, et aussi un outil d'aide à la décision donc pour pouvoir mettre en place des solutions en fonction des problématiques qui sont identifiées. Au niveau des dimensions de la campagne, donc, on a un réseau de points de mesure qui se répartit donc, sur tout le périmètre de l'aquifère rhénan qui est présenté sur la carte. Donc, on a plus de 1500 points de mesure. Donc, pour resituer un petit peu les caractéristiques de cette masse d'eau, donc elle s'étend donc de Bâle au sud, donc en Suisse, jusqu'au nord à Francfort-Mayence, donc sur environ 300 km, et sur donc, une largeur d'environ 40 km. Donc, on a une masse d'eau qui fait quand même environ 10 000 km². On a donc ensuite donc c'est une campagne exceptionnelle, donc avec une fréquence de mesure donc, qui intervient tous les 6 ans. Et donc, on a une forte densité de points par rapport à l'échelle d'une masse d'eau et à ce niveau régional, avec un nombre important de substances analysées, qui en fait quand même une campagne assez unique, donc à un niveau régional et pour une masse d'eau, même au niveau européen. Et ensuite, concernant le programme analytique, donc comme cela a déjà été dit, donc il y a énormément de substances qui peuvent potentiellement contaminer les eaux souterraines. Et donc il y a un travail de priorisation qui est fait entre des experts français, mais aussi des experts donc, allemands, pour la partie allemande et suisse, pour sélectionner des polluants qui sont pertinents à rechercher, et afin d'aboutir à un consensus transfrontalier, donc une sorte de liste commune. Donc juste quelques mots concernant la définition des listes de paramètres, donc, à commencer donc, par rapport à l'encadré bleu. Donc on a déjà un premier travail qui s'organise côté français pour dresser une liste des substances qui sont pertinentes à chercher côté alsacien, donc, qui est la partie française de la nappe du Rhin supérieur.
Donc ça a réuni en 2016 ça a constitué environ une liste de 400 paramètres. Donc ça a mobilisé différentes structures, hein, un groupe de travail réunissant l'ARS, l'ANSES, le LHN, le BRGM, l'Agence de l'eau, la DRAF et la PRONA, avec une stratégie qui est assez résumée ici, mais qui vise à sélectionner les substances déjà en fonction des monitorings existants, de ce qui a été trouvé dans le cadre d'autres campagnes, et aussi par rapport aux bases de données existantes, par rapport à l'usage des molécules qui peut être fait au niveau du territoire investigué. Et après, il y a différentes priorisations, notamment par rapport à ces molécules, notamment un focus sur les substances qui ont un risque de lessivage important au niveau des eaux souterraines. Et ensuite, donc, on agrège ça avec le côté allemand, avec leur liste de surveillance, avec leur expertise, avec donc, les différents partenaires allemands et suisses qui interviennent, donc aussi avec un groupe de travail transfrontalier qui permet de partager les connaissances et de conduire ensuite un consensus transfrontalier qui tient aussi compte des possibilités analytiques de part et d'autre, les laboratoires allemands, suisses et français. Et donc, pour la partie Hermès-Rhin, donc avec une liste de 172 paramètres communs qui a été analysée, on voit le diagramme qui représente les différentes familles parmi ces 172 paramètres communs, qui se divisent donc en deux groupes avec les substances historiques qu'on suit déjà depuis un certain temps, ou qui font déjà l'objet de suivi dans le cadre des surveillances de routine ou réglementaires, et puis donc une autre partie qui concerne des substances émergentes, nouvellement recherchées ou nouvellement problématiques. Voilà, je ne rentre pas trop en détail du diagramme, mais par rapport à ces familles qui sont dans ce diagramme, déjà un premier aperçu assez général des résultats par rapport à la diversité des substances retrouvées. Donc ces différentes familles sont resituées donc, sur ce graphique avec en ordonnée la fréquence de quantification, donc le nombre de points en proportion sur laquelle on a retrouvé les substances que composent ces familles, et puis en abscisse le niveau de concentration. Et donc plus on se situe en haut à droite du graphique, plus on a possibilité d'avoir des substances qui peuvent être problématiques, hein, encore à voir en fonction de leur toxicité aussi. Et donc en haut du graphique, on voit notamment donc, les métabolites qui sont appelés ici émergents de pesticides, qui sont nouvellement recherchés, en tout cas dans les eaux souterraines au niveau du Rhin supérieur pour cette campagne-là. On voit aussi les PFC, et puis après, à un stade un petit peu inférieur, on a des substances aussi classifiées comme émergentes, comme les substances pharmaceutiques, les adjuvants, donc adjuvants alimentaires, comme les édulcorants par exemple. Et puis en bas de tableau, on retrouve des HAP, pesticides, triazole, COHV, donc qui font référence à des solvants chlorés. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les micropolluants organiques qu'on a cherchés ont quasiment tous été retrouvés, et en particulier les émergents. Ça, c'est donc une autre façon de montrer et de présenter la diversité des substances retrouvées, mais plus ici avec une approche substance que par famille dans la diapositive précédente. Et donc, c'est arbitraire, hein, c'est un classement des 20 substances les plus quantifiées dans le cadre du projet Hermès-Rhin. Et donc vous avez en surligne, donc c'est un graphique qui présente aussi les fréquences de quantification de ces substances. Alors il ne faut pas trop forcément regarder la partie rouge des diagrammes qui sont une proportion de points comparée à des limites sanitaires qui étaient à l'époque, donc c'était des résultats qui datent de 2016 qui étaient allemandes, vu que c'est quand même un projet transfrontalier, donc on a pris référence à l'époque à des valeurs seuil qui étaient allemandes. Et donc, on voit un groupe de substances en bleu qui font référence à des métabolites de pesticides qui sont omniprésents dans ce classement des substances les plus quantifiées, qui donc, sont liées à l'influence des grandes cultures, qui est donc une occupation des sols assez prépondérante dans la vallée du Rhin supérieur. Se mêlent donc à ce classement ensuite les composés, les PFC, les pérètes polyfluorés, dont on a déjà évoqué le nom un petit peu avant, qui sont les indicateurs de pollution avec des sources d'émissions diverses et variées, industrielles, urbaines et domestiques, avec une voie de transfert assez marquée par rapport aux eaux usées, en tout cas sur le Rhin supérieur. Et après, donc, hormis ces deux groupes de substances, on voit quelques autres substances qui viennent s'intégrer au classement, l'acésulfame, donc qui est un adjuvant alimentaire, un édulcorant, et d'autres comme le LDA qui sont des indicateurs de pollution domestique et donc plus particulièrement des eaux usées. La diapositive suivante.
Donc là, j'évoquais des résultats qui faisaient référence à l'échelle transfrontalière du projet. Et maintenant, je fais un zoom sur la partie alsacienne et aussi un zoom sur une catégorie, une famille de substances qui fait référence aux pesticides et aux métabolites, notamment en perspective de la suite de la présentation qui présentera un exemple de solution mise en place. Donc ici, dans le cadre du projet Hermès 2016, sur la partie alsacienne, on a une liste de 137 pesticides, dont des métabolites qui ont été recherchés, donc qui ont fait l'objet d'un travail de priorisation. Donc en 2016, la prise en compte des métabolites n'était pas encore au stade actuel. Donc on avait réparti l'exploitation des résultats en 2 paquets. Une première liste de substances actives et métabolites qui faisaient déjà l'objet de surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire ou de la DCE. Et donc voilà, ces résultats sont présentés donc, au travers de cette carte. Et on voit déjà qu'il y avait donc, une contamination assez importante par rapport au niveau de la nappe d'Alsace et des aquifères du Sungo qui sont situés au sud de la carte. Donc ces 2 masses d'eau différentes. Donc avec un nombre de points qui dépasse les limites de qualité, donc à 30% au niveau de la nappe d'Alsace et près de 40% sur les aquifères du Sungo. Donc globalement une contamination assez générale, mais avec des secteurs qui sont plus ou moins impactés si on regarde la carte. Et donc en entrant un petit peu dans le détail des résultats, je n'avais pas tout à fait fini, mais donc une forte rémanence des interdits qui sont notamment responsables des points rouges, avec notamment l'atrazine et ses métabolites, mais aussi donc d'autres substances actives comme le nicosulfuron, le S-métolachlore, la bentazone, et globalement donc un impact herbicide autorisé et interdit grande culture. Et ensuite, donc, pour la diapositive suivante, concernant le deuxième groupe de substances qui concerne donc les nouveaux métabolites recherchés en 2016, c'était un premier état des lieux qui était fait à l'échelle transfrontalière entière, donc de la nappe rhénane, mais aussi à l'échelle de la nappe d'Alsace pour ces composés-là. Et donc là, on avait une présence généralisée des substances, donc des 24 métabolites qui ont été recherchés. Alors ici, ils sont comparés au 0,1 ou au 0,5. Hein. Donc c'est bien des résultats de 2016. C'était des valeurs arbitraires. On avait choisi ces valeurs puisque c'était les limites qui étaient appliquées pour les autres pesticides, on va dire, réglementaires, entre guillemets. Et donc on voit bien qu'on avait des niveaux de teneur et de présence assez élevés. En nappe d'Alsace, plus 60% des points présentaient des teneurs au-dessus du 0,1 microgrammes par litre pour une substance, ou pour la somme, à 0,5 microgrammes par litre. Et constat un peu similaire au niveau des aquifères du Sungo, avec plus de la moitié des points qui étaient au-delà de cette limite, de ce niveau de concentration. Et donc pour les plus retrouvés, on en a déjà un peu parlé un petit peu avant, donc les métabolites du S-métolachlore, le ESA, le NOA, l'OXA, un métabolite en particulier de la chloridazone, le desphénylchloridazone, et aussi le DMS, un métabolite du tolifluanide. Et donc depuis, s'en est suivi donc, une évaluation de la pertinence pour 20 de ces 24 métabolites depuis 2016, depuis le projet 2016, mené depuis 2018 par l'ANSES. Il reste 1 minute. Oula. Donc, quelques diapos à passer, donc je vais essayer de le faire assez vite, mais quand même, un sujet important, c'est que face à ce constat, quand même assez alarmant à l'époque, l'ensemble des institutionnels, des partenaires institutionnels qu'on a déjà cités, notamment l'Agence de l'eau, la région et l'Adréal, se sont un peu saisis de la situation et ont souhaité mettre en place une stratégie globale justement pour améliorer la qualité de l'eau brute. Donc ils ont mené une grande action multipartenariale, ils ont mis tout le monde autour de la table, il y a plus de 47 partenaires. Je ne vais pas tous les citer, ils sont un petit peu mis sur le diaporama, je n'ai pas le temps, avec notamment des objectifs relativement ambitieux. Donc avec effectivement l'objectif de réduire au maximum le nombre de points qui sont inférieurs aux teneurs de qualité d'eau potable, 0,1 microgramme par litre pour les substances individuelles et 0,5 microgramme par litre pour la somme.
et des objectifs un peu plus poussés pour des captages prioritaires qui ont été choisis parmi les plus dégradés en Alsace, donc 19, pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau à 20%, sur 20%, enfin reconquérir la qualité de l'eau de 20% des captages, avec notamment aussi une baisse globale de l'utilisation des produits phytosanitaires. Et un engagement, donc l'idée c'était aussi que tout le monde s'engage dans cette démarche. Et l'outil opérationnel de cette démarche globale, donc on a la convention de partenariat à l'échelle de la NAP, et on a mis en place un outil opérationnel sur les captages d'eau potable, avec ce qu'on appelle les contrats de solutions territoriaux entre 2018 et 2022. Avec donc au pilotage plutôt les collectivités aux distributeurs d'eau, bien sûr, et une animation qui soit venait de la Chambre d'agriculture, soit de la PRONA, en fonction des captages. Vous pouvez revenir juste en arrière, s'il vous plaît? J'ai pas tout à fait fini. Et du coup, des outils, enfin une boîte à outils pour essayer d'améliorer cette qualité de l'eau, avec la possibilité aussi de développer des expérimentations. Là, maintenant, vous pouvez passer. Donc, ces contrats de solution ont été signés officiellement en juin 2019, avec une certaine inertie à la mise en place, pour diverses raisons. Déjà, il fallait mettre tout le monde autour de la table. Ensuite, il a fallu aussi tenir compte de l'évolution de la prise de compétences sur l'alimentation en eau potable, qui a légèrement évolué à cette période-là. Et les collectivités ont dû se saisir de cette démarche. Aujourd'hui, elle est bien saisie par l'ensemble des collectivités qui sont à la manœuvre. Ils ont renforcé aussi leurs compétences agricoles, puisque là, bon, voilà, comme on le sait, ce sont des polluants essentiellement agricoles. Et l'idée, du coup, c'est d'agir vraiment au niveau des AAC et de travailler en partenariat avec eux. En bilan, alors c'est un bilan provisoire, puisque les contrats de solution vont jusqu'en 2022. Ils sont contrastés, on n'a pas atteint forcément les objectifs visés encore. Bon, on n'est pas sur un bilan final. Mais donc sur la nappe d'Alsace, on reste sur quelque chose qui est bien, mais qui pourrait aller plus loin. Et sur les AAC, on a des résultats qui sont quand même intéressants sans atteindre les objectifs. Je ne vais peut-être pas m'étaler trop parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Juste dire qu'une AAC, c'est la zone qui a le plus d'impact sur la qualité d'un captage, la zone en surface qui collecte en fait toutes les eaux qui vont dans un captage d'eau potable. Voilà, oui, merci Katia pour la précision. Et que du coup, l'idée là, c'est de continuer. Et d'avancer. La démarche est bien prise en compte par l'ensemble des partenaires et on obtient quand même des résultats, même s'ils ne sont pas forcément ceux attendus. Donc l'idée, c'est de continuer et d'aller de l'avant, de refaire un partenariat 23, 25 ou 26, avec effectivement un bilan sur la qualité de l'eau qui va être mené dans le nouveau projet d'état des lieux, avec des projets innovants, et le bilan des actions. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop, vu le timing, et je passe juste la main pour clôturer sur Hermès, le prochain Hermès. En conclusion, donc, par rapport à ce qui a été dit, donc, on a donc retrouvé une forte diversité de micropolluants dans la nappe rhénane, et avec voilà, un peu une logique, plus on cherche, plus on trouve. Un schéma conceptuel de pollution qui est donc lié aux zones de grande culture, notamment par rapport aux pesticides et aux métabolites, et aussi une influence assez spécifique en nappe d'Alsace et du Rhin, liée aux échanges nappe-rivière, qui donc influence l'apport potentiel de contaminants urbains liés notamment au rejet d'eau usée, y compris traités dans les cours d'eau, qui ensuite s'infiltrent et rechargent la nappe. Les résultats d'Hermès permettent, le projet Hermès permet de rechercher de nouvelles molécules qui fournit un appui donc aux surveillances réglementaires. Et donc voilà, on a développé, il y a différentes solutions qui se mettent en place pour limiter ou réduire ces pollutions. On en a évoqué une en détail juste avant, donc, concernant les pesticides et les contrats de solutions territoriaux, mais il y en a d'autres qui sont déjà en place, comme les missions eau ou tout ce qui est protection foncière autour des captages,
Pour les médicaments, on peut citer par exemple le projet pilote éco-prescription qui a été mis en place donc dans les Vosges par un collectif de médecins qui réunit des médecins généralistes et aussi des pharmacies pour une réduction à la source des médicaments, mais aussi pour des prescriptions de médicaments plus respectueux donc, de l'environnement. Pour les eaux usées, différentes solutions, la lutte contre les fuites, les eaux claires parasites, peut-être aussi à l'avenir une amélioration des traitements de stations d'épuration, comme c'est le cas dans certains pays voisins, comme en Suisse par exemple, où ils sont lancés dans la quatrième étape de traitement. Pour les eaux pluviales aussi, des actions mises en place concernant la vulnérabilité de la nappe aux infiltrations des eaux de pluie. Et en perspective, donc un nouvel état des lieux qui se profile pour 2023, donc année de la nouvelle campagne de mesures qui aura lieu. Le projet a débuté, il vient tout juste de débuter là en octobre 2022. Donc le projet Hermès 2i, Hermès 2 Rhin, donc 2i pour instrumentation innovante, qui visera donc à poursuivre la surveillance des micropolluants problématiques. Donc on retrouve beaucoup dont on dispose de peu de connaissances ou qui sont suspectés avoir un impact sanitaire. Donc une liste de quelques exemples en dessous. Donc avec un focus aussi donc, sur les relations haute surface, eau souterraine, qui sont responsables d'une partie des apports de micropolluants, notamment via le continuum station d'épuration, cours d'eau, eau souterraine, et puis l'utilisation de nouveaux outils pour améliorer les diagnostics qui sont réalisés, notamment avec l'utilisation d'une analyse non ciblée, en lien avec ce que je disais au début de la conclusion, puis on cherche, plus on trouve, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble plus exhaustive avec une empreinte générale des différents polluants qu'on pourrait retrouver dans l'eau. Très bien, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée et très complète. Donc on le voit à travers ce programme Hermès, la nappe d'Alsace fait l'objet d'une attention et d'une vigilance particulière, avec tous les 6 ans une photographie avec une résolution très fine de la qualité des eaux qui est réalisée par la PRONA. Et puis entre les deux, chaque année, on poursuit les programmes de surveillance habituels, plusieurs contributeurs, l'Agence de l'eau, le BRGM, ce qui veut dire qu'on a ces photos avec une résolution très poussée tous les 6 ans qui nous permettent vraiment d'aller au fond des choses, et puis un suivi très régulier entre les deux sur les eaux qui sont dans la nature, dans la nappe, et puis en complément, on a bien sûr les suivis sur les eaux distribuées des autorités de santé, de l'ARS, et tout ça est aussi complété par les données des collectivités et d'autres personnes. Donc voilà, la nappe d'Alsace est sous surveillance et avec une volonté de coopérer, y compris avec tous les acteurs sur le territoire français, mais aussi sur les pays frontaliers. Voilà, donc on a le temps de prendre quelques questions. Claire ? C'est parfait, j'en ai à poser. Une première question, c'est Hermès a-t-il pu me permettre de mettre en évidence la présence de biocides dans les nappes, principalement en zone urbaine, par exemple ? Alors, on n'a pas fait un focus spécifique trop sur les biocides. Et après, on a un réseau de mesures qui est quand même qui se veut d'être représentatif de l'état global de la nappe. Alors les zones urbaines ne sont pas forcément celles qui sont il n'y en a pas une surdensification de points en zone urbaine qui nous permet de faire un état des lieux vraiment précis, comme d'autres projets, d'ailleurs, comme le projet Navecbo, sur des biocides typiquement urbains. Différence entre biocides et pesticides ? Alors, vas-y. Oui, c'est une différence de réglementation et puis d'usage. Donc les pesticides, c'est un usage agricole. Les biocides, c'est plutôt des produits qu'on va utiliser soit au niveau industriel, soit dans les usages quotidiens. Et effectivement, donc au niveau de la surveillance des eaux souterraines, en cumulant celle de l'Agence de l'eau et puis celle d'Hermès, on a quelques biocides qui ressortent ponctuellement sur la nappe d'Alsace, notamment la terbutrine qui a pu être retrouvée dans certains captages et qui est utilisée comme fongicide, donc, comme tu disais tout à l'heure, anti-champignons, anti-moisissure au niveau des peintures. D'accord. Donc quand on protège par exemple une coque de bateau avec une peinture, on est dans la catégorie biocide. Quand on traite les cultures agricoles, on est dans la catégorie pesticides. C'est ça. Ok, très bien.
D'autres questions, Claire? Oui, une deuxième question qui est spécifique à l'acésulfame. La question qui est sur est-ce que les teneurs retrouvées et les caractéristiques de la molécule en font une substance préoccupante selon la définition qui a pu être donnée tout à l'heure par Christophe, notamment sur voilà, la priorisation que l'on peut donner et la définition d'une substance pertinente à suivre. Dans le cadre du projet Hermès, l'acésulfame permet surtout d'être utilisé comme un traceur et de voir l'influence de différentes sources d'émissions de pollution, donc typiquement des eaux usées traitées, donc des rejets de stations d'épuration qui contiennent de l'acésulfame, et après donc, on peut avoir une idée du chemin que parcourt cette eau donc au fil de l'eau, des cours d'eau et de la nappe. Alors juste, l'acésulfame, à quoi ça sert? L'acésulfame est un édulcorant. Alors au niveau de sa réglementation, je crois qu'il a été interdit ou je ne sais plus. Mais oui, donc c'est un édulcorant qui a été largement utilisé dans beaucoup d'aliments. Très bien. D'autres effectivement, questions? pour compléter la réponse, oui, on est sur un composé au départ où c'est pas tellement la préoccupation toxique qui nous intéresse, parce qu'au départ on est plutôt sur un composé qui a vocation alimentaire, donc qui est présumément peu toxique, mais vraiment son côté que ce qui montre, c'est qu'il y a des composés qui migrent jusqu'à des eaux souterraines. Donc c'est vraiment un traceur plus qu'une préoccupation sanitaire. En tout cas, ce que je retiens de votre présentation, c'est quand même sur les métabolites de pesticides. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des molécules qui ont pu être interdites et qui sont encore présentes. Des molécules qui étaient des herbicides utilisés principalement sur le maïs. On avait l'atrazine qui a été utilisée, qui a été interdite en 2000 et qu'on retrouve sous forme de métabolites, donc de produits de dégradation. Puis l'atrazine est interdite, hop, on met de l'alachlore, toujours sur le maïs, il est interdit. Puis maintenant, on met du métolachlore, et c'est les pesticides du métolachlore qui posent problème. Donc on a cette succession de molécules dans le temps, sachant que les pesticides de l'atrazine et de l'alachlore sont toujours là, les résidus, donc il y a une persistance dans le temps. Et c'est vrai que du coup, dans les contrats de solutions que tu as évoqués, Laïla, on va vers des changements de culture, parce qu'on se dit que si sur les aires qui alimentent les captages, on continue le maïs tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, demain on va interdire peut-être le métolachlore et il y en aura une autre. Donc les solutions vers lesquelles on a, c'est de réduire finalement les surfaces de culture qui posent problème et qui nécessitent ce type de molécules toxiques. Et c'est pour ça que c'est pas facile à mettre en œuvre, parce qu'il faut trouver des filières qui soient respectueuses de l'environnement, mais qui permettent aussi économiquement d'être viables. Donc c'est tout ce travail qui est fait dans les contrats de solutions. Oui, tout à fait. Ok, est-ce que Claire, c'est bon pour les questions? Oui, une dernière question. Enfin voilà, des questions après, je y répondra peut-être un petit peu, des questions qui méritent un petit peu plus de temps pour y répondre. Mais une dernière question là, quelles sont les techniques de traitement les plus appropriées pour l'atrazine et ses dérivés? Alors au-delà de la question pour l'atrazine au particulier, il y a la notion de traitement, de manière peut-être plus générale, la notion de traitement des pesticides, leur pertinence, leur efficacité. Concernant la famille donc des molécules donc des triazines, donc effectivement avec le temps, depuis le temps que sont utilisées ces molécules phytosanitaires, donc on a appris aussi donc à les éliminer donc à travers des procédés donc de traitement des eaux, que ce soit pour l'eau potable. On a des expériences dans les eaux usées, et donc en fait tous les substrats qui permettent une absorption de ces molécules, telles que le charbon actif, sous ses différentes formes, apporte déjà une efficacité donc, pour l'élimination de ces composés. Après, on peut avoir des procédés oxydants qui ont une efficacité sur ces molécules, mais qui parfois peuvent générer aussi des sous-produits qui peuvent être gênants, quoi. Donc on a des solutions de traitement qui permettent d'avoir un abaissement donc, de ces molécules dans les eaux, tout en sachant que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la seule solution donc, pour aboutir à l'élimination de ces composés dans les eaux, quoi. Et peut-être dire qu'en fonction des molécules,
l'efficacité des traitements peut varier. Et si j'ai bien compris, sur les molécules qu'on retrouve, les métabolites de pesticides, si on les retrouve dans la nappe, c'est parce qu'elles ne se fixent pas sur le sol et donc elles ne se fixent pas bien non plus sur les charbons actifs. Est-ce que... Tout à fait. Donc c'est un jeu entre les propriétés physico-chimiques de ces molécules et les techniques d'élimination qu'on utilise, comme les adsorbants. Et donc voilà, donc en fonction des propriétés de chaque molécule ou même de son métabolite, donc on peut avoir une efficacité relative et qui aboutit donc à des bilans qui peuvent être plus ou moins mitigés, donc en fonction de la famille de phytosanitaires sur lequel on applique ces traitements, quoi. Et donc, du coup, pour avoir une solution à long terme, on est d'accord, il faut combiner les traitements sur les molécules interdites, parce qu'elles sont interdites, elles sont là, à des approches sur le terrain de changement de culture, pour ne plus apporter dans le milieu ces molécules qui vont poser problème aujourd'hui ou demain. Tout à fait.